Bonjour à tous, nous allons reprendre ce cycle de conférences. Donc, je me présente, Nathalie Galin. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Je suis aussi chef adjoint du département GMP à l'UT de Metz et je fais partie du comité d'organisation de ce colloque. Donc j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter le prochain orateur qui est François Mudry, qui a été directeur scientifique d'ArcelorMittal à Mézières-les-Metz, qui a été aussi président de l'IRT donc M2P, donc matériaux, métallurgie et procédés, donc à Metz, donc qui va nous présenter donc les technologies innovantes pour l'industrie du futur. Je vous laisse la parole. Voilà, donc merci. Alors, de quoi je vais vous parler? Donc, je vais vous parler un peu de ce que c'est qu'un IRT, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Ensuite, on va parler de technologie du futur, mais ça va être une redite de ce que vous avez déjà eu simplement, c'est avec ma vision matériaux, procédés, des trucs pour faire des matériaux. Avec la partie numérique, la partie évidemment, on va parler de fabrication additive, et on va parler de jumeaux numériques. Et ensuite, je vais donner deux exemples de procédés. Un pour la fabrication de poudre, qui est nécessaire à la fabrication additive, et l'autre sur des composites, un procédé qui s'appelle résine transfert molding. Alors d'abord, un UT, c'est quoi? Alors l'idée, le rêve, c'était faire aussi bien que les Fraunhofer Institut en Allemagne. Ça fait à peu près 15 fois que l'État français essaye de faire mieux que les Fraunhofer. Bon, voilà. On croise les doigts. Bon. Voilà, alors donc vous avez 8 IRT en France. C'est une procédure qui est financée par les investissements d'avenir, avec une logique de co-investissement entre les industriels et l'État. Les industriels mettent 1 euro, l'État met 1 euro. Ça, c'est le même principe que les Fraunhofer en Allemagne. Alors évidemment, on a voulu faire plus intelligent que les Allemands. Hein. Donc on a complexifié un peu le modèle. Donc il y a 8 instituts qui ont été créés from scratch, et qui sont sur le dessin. Là. Donc je vais en regarder en particulier 4 d'entre eux, alors, qui sont... Bon, voilà, il y a celui-là là, qui est à Nantes, qui s'appelle Jules Verne. Celui-là qui est à la fois sur Bordeaux et Toulouse, qui s'appelle Saint-Exupéry, et qui est centré aéronautique. Celui de Nantes est centré industrie du futur, justement. Alors c'est assez large. Et ensuite, vous en avez un dans le nord, là, du côté de Ralenium, du côté de Valenciennes, qui est centré sur l'orail. Et puis le mien, c'est-à-dire IRTM2P, qui est dans l'Est. Donc c'est pour ça qu'on se connaît. Voilà. Et donc, ce qu'on est intéressé par matériaux métallurgie procédés, M2P, donc je vais vous parler de procédés pour les matériaux. Donc les domaines d'activité, c'est matières premières, élaboration, mise en forme, traitement thermique, fonctionnalisation et traitement de surface, assemblage multimatériaux. Et puis on travaille pour l'aéronautique, pour l'automobile, pour le navale, pour l'énergie, pour l'industrie, tous les endroits où il faut développer des matériaux un peu plus sophistiqués. Et puis les enjeux industriels, c'est évidemment minimiser l'impact environnemental et améliorer la productivité des procédés. Alors on a pas mal de procédés, hein, c'est pas la peine de regarder, il y en a beaucoup, c'est tout, vous retenez qu'il y en a pas mal. Okay. Alors on va parler un peu de, là-dedans, c'est des procédés relativement classiques, hein, que je vous montre. Les technologies d'usine du futur, ça va nous amener quoi? Comme je dis, comment connaître des mots à la mode. Hein. Alors, le premier point pour moi, je répète exactement ce qui a été dit par les deux exposés précédents, c'est la possibilité d'avoir des capteurs et des actionneurs 3 fois rien. Quand je compare, quand j'ai commencé ma carrière, et puis maintenant, ça coûte de mesurer un certain nombre de choses, ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est la première évolution. Donc on a des capteurs de température, de pression, des formations, des accéléromètres, des capteurs à gaz, on a des MEMS, on a des caméras CCD qu'on avait absolument pas longtemps, les systèmes RFID, enfin il y a plein de machins, petits, pas chers, qu'on peut mettre.
Enfin, pas cher, pas trop cher. Et puis on a aussi la possibilité de traiter localement l'information qu'on n'avait pas il y a là aussi quelques années. C'est-à-dire on peut avoir des petits processeurs qui font déjà énormément de choses, pour finalement pas très cher. Et puis les transmettre. Donc vous avez toute la révolution IoT, comme on dit en français maintenant, hein, voilà, qui est derrière. Résultat, sur nos procédés, pour un peu qui soit un peu compliqué, on a des milliards de données qui sont disponibles. Hein, et puis des données de nature vachement différente. Vous pouvez avoir des données numériques, vous pouvez avoir des données analogiques, on les a encore, ça existe encore, digital. On a des photos, on a des films, on a plein d'infos. Et puis maintenant, ce qui est disponible aussi, c'est, mais qui est grâce toujours aux puissances de calcul, les méthodes de traitement de données qui ont complètement explosé dans les temps derniers. Donc voilà. Dans le temps, on faisait des calages statistiques. Maintenant, vous avez plein de techniques. Je ne rentrerai pas, mais c'est joli. Les noms sont jolis, quoi. Analyse bayésienne, deep learning, triage, forêt aléatoire. Tout ça, c'est des noms qui sont assez sympathiques. En fait, bon, pourquoi on l'utilise nous dans notre domaine, c'est effectivement l'idée du jumeau numérique. C'est-à-dire que quand on a un procédé un peu compliqué, on aime bien avoir simultanément ce que donne le modèle et ce que donne le capteur. Donc, en général, on possède des modèles numériques. Alors, ça peut être des modèles physiques, hein, classiques. Ça peut être des modèles statistiques, parce qu'on connaît bien nos procédés. Ça peut également être des systèmes IA par règle. On avait développé des trucs, vous savez, c'était l'IA de grand-papa, ça, hein, un système avec des règles de décision. Et puis, il y a aussi maintenant qui sont en train de sortir des systèmes de IA non interprétables, c'est-à-dire une fois qu'il vous dit qu'il faut faire ça, mais vous ne savez pas comment il en est arrivé là, quoi. Il faut faire confiance. Voilà. Donc, et on a des techniques, tout ça, ça tourne en un certain temps. Manque de bol, nos procédés ne tournent pas forcément en même temps. Donc il faut qu'ils puissent donner les informations des modèles en même temps que les informations des capteurs. Bon, ok. Alors il y a des tas de techniques pour produire les modèles, les matheux adorent ça. Il faut leur faire confiance, là aussi. Et évidemment, on compare à aux différents capteurs. Alors, ce qui est important, là, le message, c'est attention, les données, à chaque fois, c'est les relais. Il faut traiter les données tout de suite, du départ, au plus près. Et ensuite, à partir de ces données, on va essayer d'extraire des paramètres, enfin les key performance indicators, comme on dit, là, en français aussi, qui permettent de comparer ce qui sort du capteur et ce qui sort des modèles. Par exemple, c'est quoi la température d'un four? Ça a l'air bête. Mais vous avez plein de capteurs en cours et vous avez des trucs qui vous disent si les voleurs sont en train de marcher ou pas. Après, vous lui sortez un paramètre, c'est quoi la température? Et tout ça, c'est en vue de détecter rapidement les incidents, détecter les dérives et prévenir les risques de défaut. Ça, c'est quand même les trois aspects importants dans notre métier. Bon, il y a évidemment les aspects autres, genre la sécurité, en général, quand... Alors, un point qui a été déjà dit, mais qui est important, dans tous les systèmes, il y a plusieurs niveaux, hein, il y a plusieurs échelles. L'échelle des capteurs, on prend les données, on essaye d'enlever celles qui ne vont pas très bien. Ensuite, on essaie d'extraire ce que j'appelle les paramètres procédés, ou les KPI. Et ensuite, seulement, on attaque le contrôle procédé. Et là, vous avez des actionneurs et des modèles. C'est là où on trouve mon jumeau numérique. Ensuite, on monte au niveau de l'atelier. Vous avez plusieurs procédés qui sont dans le même atelier. Et il faut qu'ils se parlent entre eux. Parce que je suis en train d'envoyer quelque chose que j'ai fait à un endroit donné, puis je l'envoie au suivant en lui disant attention, il y a un défaut à tel endroit. Voilà. Ensuite, vous avez l'usine, qui sont plusieurs ateliers. Et enfin, le groupe d'usines. Alors là, on se retrouve carrément au niveau de l'entreprise. Et là, on se retrouve à gérer des choses où, par exemple la logistique, etc. Mais ça, on vous l'a déjà présenté, donc je ne vais pas rentrer dedans. En insistant simplement sur un point, tout ça c'est multi-objectif. Donc vous êtes en train d'optimiser des choses où il y a plusieurs choses à optimiser en même temps. Et on sait très bien que dans ce cas-là, il y a plusieurs solutions possibles. Et il faut qu'on équilibre les différents objectifs.
qui sont, vous les connaissez tous par cœur, le délai, la qualité, le coût, etc. Et ça, c'est loin d'être évident, ça c'est un sujet pas évident. Mais nous, on n'est pas dedans, on est beaucoup plus terre à terre, on va régler sur les endroits plus terre à terre. Alors, je vais parler de fabrication additive, parce que si je ne parle pas de fabrication additive, je vais pas l'air sérieux. Hein. Donc, ça, vous le savez, par opposition à l'usinage, mettre la matière au bon endroit, donc on gagne en gain matière et en gain énergétique. Ça, c'est important. On peut faire des formes très compliquées, ça c'est l'autre avantage. Et il y a l'interfaçage avec toute la partie numérique et CAO, etc. et naturel est vachement facile. Alors c'est idéal en prototypage. Par contre, quand on commence à vouloir faire des grandes séries, là je suis beaucoup plus nuancé. Parce que ça va quand même pas très vite, que c'est pas complètement maîtrisé au niveau des défauts, etc. Donc c'est ça qu'on regarde. Alors, il y a un autre cas qui est comme quand on est en plein développement de ces trucs-là, il y a je ne sais pas combien, il y a des technologies qui sont de fabrication additive dans le monde. C'est absolument impressionnant. Alors, si je me centre sur le cas des métaux, qui est celle qui est la plus difficile en ce moment à avancer, vous avez déjà toute une panoplie de techniques différentes. Évidemment, elles ont tous des ennuis, pas au même endroit, voilà, c'est comme d'habitude. Donc, comme je travaille pas mal avec l'aéronautique, il se centre beaucoup sur la partie fusion par laser sur des poudres. On dépose de la poudre, puis on passe un laser, on fait des choses comme ça. Ça pose un certain nombre de problèmes, en particulier un truc idiot, mais comme c'est fait avec de la poudre, la rugosité elle est escalée. Après, comment tu fais pour aller nettoyer la surface d'un machin qui est au bout du trou là-bas, hein, dans des bouchons, bien sûr, pas bon. C'est juste pour donner des idées de... Bon. Donc ça, ces technologies-là sont en train de se développer. À mon avis, il faut... c'est extraordinaire, c'est vachement bien pour tout ce qui est prototypage, c'est vraiment excellent. Pour ce qui est production en série, il faut que les séries ne soient pas trop longues. Hein. Mais l'avantage, c'est que ça peut bouger. Mais par exemple, même pour les séries longues, il y a des avantages, par exemple, pour faire les outils. Bon, tout ça c'est très bien, mais la route est longue et se met d'embûches avant de faire une usine qui est complètement... voilà, un agent numérique qualité qui dialogue avec un agent numérique coût, qui dialogue avec le rêve. Très bien, alors je vais vous parler de trucs un peu plus... Voilà, alors je veux fabriquer de la poudre de titane, parce que les pièces aéronautiques, c'est quand même souvent en titane. Base nickel. Alors l'objectif c'est la fabrication de pièces de qualité aéronautique, il n'est pas question qu'il y ait un défaut, par fabrication additive. Alors la technologie qui est choisie par, en l'occurrence c'est Safran, la fusion laser sur une poudre. Le matériau est un titane, donc TL6V, donc avec aluminium vanadium, ou TIAL, qui est le nouvel alliage, qui est un alliage assez fragile, qui est développé pour les nouveaux moteurs d'avion. Et là, le titane, pas d'oxygène, pas d'azote. Alors, il se trouve que nous sommes sur une planète où il y a quand même beaucoup d'oxygène et beaucoup d'azote. Oui, c'est moins enfin, il y en a encore. Donc la poudre est un élément très important de la chaîne de valeur dans ce genre de procédé. Vous savez, les gens qui vous vendent des machines 3D, c'est comme pour faire le café. Là. Ils ne vous vendent pas la dose, ils se font le fric sur la dosette. Là. Donc là, c'est le même principe. Hein. Ils vous donnent, enfin, il y avait avec cette poudre-là que ça marche. Comment ça marche pas? Vous n'avez plus de garantie. Donc bon voilà, le but c'était comment on peut faire de la poudre. Alors il y a 3 procédés qui ont été regardés. Il y a celui complètement, celui-là, là, la centrifugation, qui est un truc assez bestial, une espèce de truc qui tourne, hein, vous voyez ce que je veux dire, le liquide, le métal liquide qui s'en va sur les côtés, et puis vous voyez les espèces de petits machins sur les côtés, là, c'est pour souffler dessus, hein, qui se fait de la poudre, qui descend après dans un grand conteneur, sous argon, l'oxygène, pas d'azote, et il se refroidit, et à la fin je mets la poudre en bas. Okay. Il y a une autre technique, qui est celle-là, qui s'appelle Viga, là, ici,
Alors là, vous avez un creuset sous vide, enfin qui a été élaboré sous vide, induction, et puis il y a un petit trou en bas avec une buse. La buse, on n'a que des ennuis avec la buse. Et qui, parce que le ciel commence à casser un petit morceau de céramique et il se retrouve dans la pièce à la fin. Bon. Et donc voilà, et puis on souffle aussi comme une bête, et on éclate le jeu. Et puis il y a une autre technique là qui s'appelle EIGA. C'était inventé par les Allemands, par nous malheureusement. Donc c'est un espèce de crayon, vous voyez un crayon, on le fait tourner. Il y a une bobine d'induction en bas à la pointe du crayon. Ça fond la pointe du crayon, ça coule et j'éclate avec un jet. Une suée. C'est toujours comme ça, il y a des technologies très différentes, il faut faire un choix. Alors bon, voilà. Après avoir réfléchi longuement, on a choisi la technologie EIGA, donc c'est avec le crayon. Pour des raisons de productivité, de taille de poudre et de dispersion de la poudre. Parce qu'après, pour la fabrication additive, si les poudres sont un peu dispersées en taille, ça marche pas. Alors, ça, c'est le genre de procédé, je l'ai donné parce que, avant de le modéliser, un crayon guitteur, un inducteur, machin, on souffle dessus avec un gaz qui fait des tourbillons et tout. C'est pas très facile. Et également, ce qui n'est pas facile, c'est d'y mettre des capteurs. Et ça, c'est pour des rayons de température, de souris, etc. Bon, vous voyez, à droite, ça c'est la tour d'atomisation, toute la partie qui vient récupérer la poudre. Bon, là, du coup, vous allez peut-être voir que ça fond là-bas. Vous voyez que ça commence à fondre. C'est de l'induction. C'est pas vraiment continu, comme on peut le voir. Au bout d'un moment, ça fait quand même une espèce de... Voilà. Et après, on l'atomise. Vous voyez Et donc ça fait des petits... En fait, c'est des petites poudres de titane qui viennent et puis qui viennent se solidifier en bas. Donc on voit qu'avant de modéliser ça, on n'est plus dans le détail, là qui s'impressionne. Bon. Donc ça c'était le premier procédé dont je voulais parler. Le deuxième, c'est la réalisation d'un plancher en composite. Donc le procédé, il fait évidemment pour faire des pièces en composite pour l'automobile. Donc c'est un objectif allègement, et comme c'est pour l'automobile, il faut que ça aille vite. Donc aujourd'hui, oui. Donc le procédé s'appelle Resin Transfer Molding. Vous avez une préforme en textile, donc c'est du textile, hein, c'est un tissu, hein, dans lequel on a mis un peu de polymère pour qu'il soit un petit peu rigide. Hein. Et puis on amène cette préforme sous la presse, on injecte la résine, assez fluide, on vient appuyer avec la presse, avec évidemment un outil avec de forme en dessous, hein. On chauffe pour polymériser la résine, et puis ensuite il faut éjecter la pièce. Bon, alors là il y a un peu d'informatique quand même, on récupère un certain nombre d'informations. Donc vous voyez que ça c'est encore à la main de mettre le tissu dont je vous ai parlé là, il est en train de le positionner. Bon, le robot va aller chercher ce tissu, donc rien que faire tenir le robot, c'est pas, enfin un tissu, c'est pas si simple que ça. Il l'amène sous la presse. Voilà. On appuie ABS avec la presse. On va y avoir une petite animation à gauche qui va expliquer ce qui se passe, j'espère. Voilà. On amène la plaque, la presse arrive, on injecte la résine par le haut, là, qui vient imprégner le truc. On suit évidemment toutes les températures, les pressions et tout ce qu'il faut. Et on attend ce qu'il faut pour que ça polymérise et que ce soit solide. Ensuite, l'autre robot vient récupérer la pièce. Et puis vient la mettre sur la table pour mesurer. Alors évidemment, il faut faire ça sans bulle, sans repli, etc. Donc voilà, ça c'est un deuxième type de procédé. Donc ça c'est un procédé qui est beaucoup mieux compris. On a des modèles, on a des choses pour dire comment ça marche. Mais il y a beaucoup de détails technologiques qui font que, par exemple, on a eu des tas d'enduits parce que ça collait dans la presse. Essayer de trouver le paragraphe qu'il fallait pour que ça ne colle plus.
Voilà. Et on a une volonté de cadencer toutes les opérations, c'est-à-dire de faire toute la partie tissage, ça c'est la photo qui est ici, automatiquement aussi, et puis de façon à ce qu'on ait les différents ateliers qui travaillent ensemble. Et le tout, un cadencement qui les a demandé au moins de 2 minutes. Il y a énormément de données qui sont acquises sur ce genre de procédé. Il y a des nombreux actionnaires un peu partout dans le procédé. Donc on a voulu développer un jeu numérique. Alors je vous indique que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Parce qu'il y a des parties du procédé, on n'a pas vraiment de modèle, on est obligé de caler avec des statistiques, enfin, on fait ce qu'on peut pour caler les bouts qui ne sont pas modélisés, quoi. Voilà. Alors, bon, mes conclusions, il y a beaucoup de technologies disponibles, c'est effrayant. Il y a des capteurs, des tas de machins, à chaque fois il faut faire des choix, des tas de technologies pour traiter les données, des actionnaires qui sont un peu possibles, voilà, des nouveaux procédés de fabrication. Vous avez des modèles numériques en temps adapté pour puisse faire le numérique. Et puis vous avez la capacité de monter en échelle, comme je l'ai montré. C'est-à-dire une fois que vous avez commencé par, j'étais entièrement d'accord avec le procédé précédent, il faut commencer par ces trucs, oui, on sait qu'on connaît la machine, on sait mettre le capteur, voilà. Et après seulement on peut monter en gamme, c'est impossible. Donc tout ça, il faut tout mettre tout ça ensemble, et il faut que ça marche dans le temps. Donc c'est ma principale conclusion. Donc c'est possible, et les gens que vous allez former, il faudra faire ça, mais c'est pas aussi simple que ça. Ok. Vous voyez que l'informatique, c'est pas toujours simple. De questions? Merci pour... ça marche pas. Si ça marche. Merci pour votre présentation. Juste une remarque sur la dernière slide sur du placement de fibres. Oui. La remarque, c'est une belle société française avec Coriolis Composite. On est avec eux. Voilà. Justement, elle a été créée par 3 anciens GMP. Deux de Lyon et un de Nantes. Ils ont démarré à 3, ils sont maintenant 250 salariés. Ils ont du monde au Canada, en Russie et en Chine. Donc c'est né de 3 GMP. Voilà. C'est pas une question, c'est normal. Bravo à vous.